Très bien. Donc, je vais effectivement compléter et approfondir certains aspects de ce qu'a évoqué Claude et puis aussi planter un peu le décor en revenant sur des bases rapidement, rappeler des bases d'intelligence artificielle et commencer à parler des défis spécifiques pour sa fiabilité, choses qui seront ensuite prolongées par les autres intervenants. Et donc, je dirige la R&D en IA chez Valeo, qui est un grand équipementier français et qui se préoccupe entre autres de conduite assistée et autonome. Euh, alors, pour, pour commencer, ce qu'on appelle intelligence artificielle de nos jours, qui est sans doute une très mauvaise terminologie, concerne essentiellement de l'apprentissage automatique, comme ça a été dit, apprentissage machine si on traduit mal de l'anglais. Et l'idée est donc, comme ça a été expliqué, via les données, de faire apprendre plutôt que de spécifier à la main certaines choses. Avant d'expliquer davantage ce que j'entends par là, je vais peut-être faire un parallèle alors assez lâche, mais je pense qu'il peut être instructif entre les formes d'apprentissage pour la machine et de l'apprentissage pour l'humain. D'abord, on va commencer par l'équipement. Pour l'humain ou l'animal, il y a le cerveau, le système nerveux central et puis les capteurs qui ont évolué lentement dans le temps. Et puis, côté machine, on a désormais tous ces modèles qui évoluent très rapidement, même s'il faut bien avouer, certains des outils sont vieux de 60 ans. On y reviendra. Ensuite, l'humain, en tout cas au début, apprend beaucoup en continu par l'observation avec ce qui est autour de lui. Ce qui est un petit peu aussi l'idée dans ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé ou non supervisé, qui est un très très gros sujet en apprentissage automatique de nos jours. Euh, Ensuite, le jeune humain ou moins jeune étudie à l'école et au-delà avec des enseignants et des livres, apprend des règles et c'est une chose qu'on peut retrouver dans l'apprentissage qui est basé règles ou connaissances. Par ailleurs, une autre façon d'apprendre d'un point de vue humain ou animal, c'est simplement par l'observation d'exemples de réalisation d'une tâche qu'on veut ensuite soi-même réaliser. Et c'est ce qui est vraiment à la base de l'apprentissage qu'on appelle supervisé ou par imitation dans le cadre de l'apprentissage machine. Et une dernière chose qui est très importante également, c'est l'apprentissage donc biologique et humain par essai-erreur, y compris dans le cadre des jeux. Et c'est une chose qui est au cœur de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui permet par exemple à AlphaGo, donc le programme de Google DeepMind, d'être maintenant le meilleur joueur du monde au Go. Et par ailleurs, j'en profite pour montrer une des plateformes expérimentales de Valeo, donc de conduite autonome dans Paris, avant le Covid, et qui exploite énormément d'apprentissage supervisé et dans une moindre mesure d'apprentissage par renforcement. Voilà. Alors, l'apprentissage machine, c'est quoi? Ben, à partir de données, si on essaie d'abstraire un petit peu tout ça, c'est apprendre un programme, ce qu'on appelle machine ici, en fait, c'est un programme informatique ou un programme implémenté ou un algorithme implémenté sur une plateforme matérielle informatique et qui essentiellement va produire des sorties que je vais noter Y, qui peuvent être des symboles, des nombres, à partir d'entrées que je vais noter X, qui sont elles-mêmes des symboles ou des nombres. Et le programme en question va dépendre d'un certain nombre de paramètres et va créer des représentations internes de ces entrées. D'un point de vue plus mathématique, ce programme est une fonction en fait. À tout x va être associé une sortie y. Bon. Et ce que ce programme va devoir faire, c'est soit d'extraire des structures des données d'entrée, ou ce qu'on appelle aussi des représentations, et ça peut être à partir de données brutes, et des représentations qu'on espère utiles, et où les deux peuvent aller ensemble, apprendre à résoudre explicitement une tâche pour laquelle on s'attelle. Et dans ce cas-là, on peut avoir recours à ce qu'on appelle l'annotation de données, en particulier, comme on va le voir, indiquer quelle devrait être la sortie connaissant l'entrée. Donc voilà un petit peu comment on peut poser les choses. Et dans le cadre de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est un des facteurs de très grand développement depuis une dizaine d'années de l'apprentissage automatique, il se trouve que, comme on va le voir également, la fonction est fabriquée à partir de neurones artificiels.
Mais avant ça, je vais donner quelques exemples. Alors, pas tant d'applications, contrairement à Claude, mais peut-être de typologie d'entrée-sortie avec des tâches un peu génériques qui sont plutôt dans le domaine du son, de l'image et du texte. Donc, l'entrée peut être une image et avec des problèmes de reconnaissance ou de classification ou de catégorisation, avec la sortie étant euh, reconnaître le lieu parmi une liste de lieux, reconnaître l'objet parmi une liste d'objets ou l'action parmi une liste d'actions. C'est des problèmes de classification dans la terminologie de l'apprentissage automatique. Donc, dans ce cas-là, à l'intérieur, une personne qui mange. Mais la sortie, pour la même entrée, peut être plus riche et ça peut être même une légende, donc un texte en format libre, en langage naturel, décrivant la scène de façon assez grossière. Dans ce cas-là, une petite fille en train de manger un morceau de gâteau. Mais déjà, la sortie est d'une nature différente, c'est du texte qui est produit. On peut également avoir des tâches qui combinent des entrées qui sont une image et un texte. Le texte étant une question au sujet de l'image et la sortie étant une réponse, soit en format libre ici. Donc, que fait la petite fille? Et le système doit euh, répondre qu'elle est en train de manger une part de gâteau. Donc là, l'entrée est double, est hybride et la sortie est un texte libre. Alors, je ferai remarquer d'ailleurs d'abord que toutes les tâches que je viens d'évoquer jusqu'à présent sont des tâches très cognitives, très humaines et faciles jusqu'à un certain point à réaliser pour un humain. Une autre tâche qu'on utilise beaucoup pour la perception très fine, y compris en conduite autonome, c'est ce qu'on appelle de la segmentation sémantique, où là, c'est de définir, de détourer chaque région sémantique, ou dit différemment, pour chaque pixel de l'image, dire à quelle classe il appartient, qui est une chose que l'humain fait assez peu dans la vie de tous les jours, mais sait faire si on lui demande, même si c'est assez fastidieux. Donc là, on voit le découpage juste entre personnes, fond et table. Mais on n'est pas allé jusqu'à l'assiette et au gâteau, mais on pourrait. Euh, de la même façon, on peut essayer de localiser dans l'image où est la tête, où sont ce qu'on appelle les amers du visage, ou les points fiduciaux, qui donnent une idée de la pose du visage, ou la même chose sur la position du corps en 2D avec les différentes articulations. Idem, là, ça commence à devenir assez géométrique comme tâche, mais l'humain, en tout cas en 2D, c'est assez bien s'en sortir. Un autre exemple là, qui m'amène plus proche de mes sujets de recherche, c'est celui de la profondeur. Comment, à partir d'une image qu'on dit monoculaire, avec une seule caméra, prédire en chaque pixel la distance de la scène à la caméra, donc de la profondeur. Euh, je mets au défi toute personne humaine, y compris experte, de réaliser cette tâche-là, en particulier de façon métrique. Donc là, on rentre dans des tâches qui ne sont pas spécifiquement humaines, mais qui sont complètement dans le cadre de ce que essaye de faire et fait de mieux en mieux l'apprentissage automatique. Et je vous laisse imaginer facilement comment c'est utile dans le cadre de la perception d'un véhicule autonome. Et pour rester sur cet exemple, ça c'est ce qu'on appelle la conduite de bout en bout. C'est un système qui prendrait en entrée un ou plusieurs capteurs et sortirait les commandes longitudinales et latérales, donc la direction et la vitesse du véhicule, euh, qui est pour le coup quelque chose que les conducteurs humains font de façon routinière. Pour changer de système d'entrée, enfin de type d'entrée, on peut retrouver un peu les mêmes choses si l'entrée est du son. Alors ça peut être soit le spectrogramme que vous voyez en bas, soit la forme d'onde que vous voyez en haut. Et vous pouvez être intéressé à reconnaître alors des types de scènes, des types de locuteurs, des types de musique. À ce moment-là, c'est un problème de classification avec des étiquettes en sortie. Vous pouvez vouloir faire de la transcription automatique. Donc là, à ce moment-là, c'est transcrire la parole enregistrée en du texte. La sortie, dans ce cas-là, c'est des mots. Ou vous pouvez vouloir améliorer le son, auquel cas l'entrée est un son, la sortie est un son. Si vous voulez réduire le bruit, ou séparer les sources, auquel cas la sortie, c'est plusieurs signaux audio de sources séparées. Et puis de même pour le texte, un texte en entrée, un petit bout de Wikipédia dans cet exemple, et vous pouvez vouloir catégoriser votre texte. Est-ce que c'est du spam? Est-ce que c'est justement du texte didactique? De quoi parle-t-il? Qui en est l'auteur? Quel est le langage? Auquel cas, c'est des classes, les sorties. Vous pouvez vouloir le résumer, donc c'est un nouveau texte en sortie, le traduire à nouveau un texte en sortie, répondre à une question au sujet d'un texte,
etc. Ou vous servir du texte comme une requête en entrée pour chercher une information, donc typique d'un moteur de recherche, auquel cas la sortie attendue, c'est un ou plusieurs documents qu'on espère pertinents par rapport à la requête. Donc ça, c'est des choses finalement dont on a l'habitude. Je vais peut-être parler de choses qui sont peut-être moins habituelles, où là, l'entrée, en fait, c'est du hasard. C'est représenté par des dés. Là, j'en ai mis 6. À vrai dire, il en faut beaucoup plus pour ce que je vais raconter. Il en faut plusieurs centaines de nombres aléatoires ou plusieurs milliers. Et on sait désormais fabriquer ou apprendre des modèles qui, avec plusieurs milliers de nombres aléatoires d'entrée, vous génèrent de façon à l'infini des visages humains tout à fait plausibles avec du décor. Donc, et c'est très différent de ce qui se passe dans le pipeline classique de synthèse d'images où on a modélisé un visage, et cetera. Et là, les progrès sont tout à fait impressionnants et les résultats assez troublants. Par ailleurs, donc là, c'est complètement du hasard à l'entrée de l'échantillonnage, mais on peut en plus se diriger un peu plus en mélangeant du hasard avec une consigne. Là, la consigne, c'est ce qu'on appelle une carte sémantique qui est dit tel pixel, ça doit être du lampadaire, tel pixel du trottoir, etc. Et vous voyez plusieurs scènes générées au hasard, mais qui sont toutes conformes à la carte sémantique qui a été proposée. Et ça permet de fabriquer de la donnée par ailleurs d'entraînement pour d'autres modèles, donc c'est tout à fait intéressant. Euh, Très bien. Donc maintenant, je vais parler de réseaux de neurones. Donc il y en a différents types, même de nombreux types. Je vais parler essentiellement que de réseaux de neurones dits séquentiels, qui, dans ce cas-là, euh, vont permettre que la fonction qu'on va apprendre soit constituée d'une séquence de transformations qui chacune va être basée sur des unités de calcul qui sont des neurones artificiels avec des paramètres à fixer. Je vais en dire un mot dans une seconde davantage. Euh, et ce qui est intéressant, alors si j'ouvre un peu la boîte d'une certaine façon de la machine, ce que je vois, c'est qu'à l'intérieur, il va y avoir une succession. Donc, X va devenir X5, va devenir X2, etc., jusqu'à la sortie. Et chacune de ces couches intermédiaires produit une forme de représentation, généralement de plus en plus abstraite par rapport à une donnée d'entrée pour arriver à la sortie. C'est d'autant plus vrai si l'entrée est une image et que la sortie est une classe. On sent bien qu'il va falloir abstraire beaucoup les choses le long de la chaîne des transformations. Et chacune de ces couches est fabriquée à partir donc de. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bon, je reviendrai après, c'est pas grave. Chacune de ces couches est fabriquée à partir de plusieurs neurones artificiels qui sont inspirés du neurone biologique, ou vaguement en tout cas, et chaque neurone qu'apprend en entrée des choses qui lui viennent des neurones de la couche précédente, pondérés par justement des poids W1 jusqu'à Wn qui sont des degrés de liberté qu'il faudra fixer. Et cette combinaison linéaire passe par une fonction qui ici est en rouge, qui dans ce cas-là donne simplement tronc à zéro et la partie positive de ce qui est arrivé. Euh, ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que ce qu'on appelle l'apprentissage profond, c'est l'utilisation de ce genre de réseau de neurones. Dès qu'il y a plusieurs couches, on parle d'un réseau de neurones profond, et a fortiori quand il y en a des centaines. Donc, pour évacuer tout malentendu, l'apprentissage profond, la profondeur renvoie au nombre de couches dans le réseau de neurones, pas au niveau de compréhension du monde. Très bien. Alors, comment on entraîne ces choses-là? Je vais juste expliquer comment marche l'apprentissage supervisé, voire même complètement supervisé. Donc, dans le cas d'un problème de reconnaissance d'images, on se dote d'un grand nombre d'exemples. Pour chacun, on a la sortie. Donc, des images de chien, on sait que c'est un chien assorti. Des images de bateau, on sait que c'est un bateau. Et après, on doit apprendre. Donc là, c'est un cas d'un réseau de neurones, mais ce n'est pas le seul paradigme, hein. On doit apprendre tous les degrés de liberté du modèle. Donc là, il y en a pour chaque couche. Et pour des réseaux de neurones en particulier, ça va de centaines de milliers jusqu'à centaines de milliards de paramètres dans les plus gros modèles actuels en analyse de texte. Et la façon dont ça se fait de façon très basique, si on a en tout cas des données comme ça avec la notation complète, c'est de passer des exemples en revue, alors un par un ou par paquet. On prend un exemple, ici une image de chien, on lui fait traverser le réseau dans sa version actuelle. Il se trouve que là, il se trompe et il prédit un chat. On compare la sortie attendue et on a des outils mathématiques qui, si la réponse n'est pas conforme, permettent de revenir en arrière et de modifier les paramètres, tous les paramètres du modèle. Voilà, ça c'est l'apprentissage non supervisé, pardon, dans le cas d'un réseau de neurones, mais ça marche pareil avec d'autres types de modèles.
Donc c'est assez intuitif et ça marche plutôt bien, même si, on va le voir, il y a des limites fondamentales. Alors, tout a l'air d'être basé de données, mais où est passée la connaissance là-dedans? C'est important, de dire qu'il y a quand même de la connaissance à plein d'endroits. D'abord, il a bien fallu choisir les données. Accessoirement, si les données sont des données synthétiques et non pas réelles, et pour fabriquer ces données, beaucoup de connaissances du monde vont être injectées. Il a fallu les annoter, auquel cas la connaissance, elle est en particulier dans le cerveau de l'humain qui a fait la notation. Il y a aussi de la connaissance dans, la fonction qui permet de comparer entre les sorties attendues et les sorties obtenues, donc ce qu'on appelle la fonction de perte. Par exemple, cette fonction peut permettre de justement de se rapprocher de lois physiques dont on sait, qu'elles régissent le problème. Il y a énormément d'informations et de connaissances dans la conception du modèle. Pareil, on peut intégrer des connaissances de la physique. Il peut y avoir des bouts du modèle qui sont, ce qu'on appelle dans le langage geek, codés en dur, qui ne sont pas appris, qui sont prédéfinis, etc. Malheureusement, dans ce paradigme-là d'apprentissage automatique, toutes les formes de connaissances ne sont pas facilement exploitables d'un point de vue mathématique. Mais néanmoins, donc on peut désormais, on le voit de plus en plus, avoir des modèles donc, basés apprentissage automatique, mais qui incluent de façon implicite ou explicite des connaissances de la physique pour faire de la prédiction de grandeur physique, pour faire de la capture de mouvement dans des images, etc., en tenant compte de la biomécanique. Et dans les plus gros modèles de langage actuels, on commence à voir revenir des connaissances sur la syntaxe des langages et qui permettent pas forcément d'améliorer les performances, mais d'avoir des modèles plus petits par rapport aux monstres que sont devenus les modèles de langage à l'heure actuelle. Alors, quand on va entraîner un modèle, si on résume, un modèle d'apprentissage automatique, en particulier si c'est un modèle profond, il faut d'abord se définir une tâche. Cette tâche-là, il faut en plus circonscrire son périmètre d'application ou d'opération, ce qu'on appelle son domaine, et ensuite collecter ou se donner des données qui correspondent autant aussi complètement que possible à ce périmètre-là, qui soit si possible non biaisé et qui soit aussi diverses que possible et complète. Supposons qu'on ait ça. Après, il faut choisir le type de réseau de neurones ou de modèle à apprendre. Il y a des classes de modèles. Pour chaque classe, ensuite, il y a des variations, il y a des conformations différentes qu'il faut choisir. Donc ça, c'est tout l'art de l'ingénieur ou du chercheur en apprentissage automatique. Il faut aussi qu'ils choisissent la méthode d'apprentissage. Il y a tout un tas d'hyperparamètres impliqués qui sont très importants. Et après, on a un programme d'apprentissage des paramètres du modèle, donc qui peuvent être très nombreux, comme on l'a vu. Si tout se passe bien, à la fin, on a un modèle entraîné, qui est donc une architecture et des paramètres ou des poids appris. Une petite remarque, donc, je l'ai déjà dit, c'est une fonction mathématique finalement qui est implémentée. En général, elle est déterministe. Même si on parle de statistiques, pour des bonnes raisons, la fonction, elle est déterministe. La sortie, en général, elle est univoque si on connaît l'entrée. Alors, quid de la performance, qui est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, quid de la performance de ce modèle appris? Bah, en fait, elle dépend de façon hyper complexe et pas très bien comprise, c'est un euphémisme, de tous les ingrédients qui viennent d'être évoqués. Les données qui ont été choisies pour l'apprentissage, la classe et l'architecture particulière du modèle et la façon dont il a été appris. Et c'est là où justement se situent vraiment les limitations et les défis actuels autour des modèles ou des approches très fortement basées données. C'est que la performance, en fait, elle est très dure à prédire et à contrôler. Alors si je détaille un peu ce que je veux dire par là, c'est que elle dépend beaucoup de la qualité des données, mais évaluer la qualité des données est un problème en soi par rapport à des spécifications. Alors on va en parler un peu plus tard dans les autres intervenants. Euh, une caractéristique cruciale, évidemment, c'est la capacité à généraliser au-delà de ce qu'a vu le modèle à l'entraînement. En fait, c'est très dur à évaluer à quel point le modèle sera bon. Et c'est souvent, et on constate souvent dans la pratique que c'est décevant, la généralisation. Euh, Par ailleurs, alors même qu'on a des performances parfois qui sont vraiment tout à fait bluffantes sur tout un tas d'applications, dans cette même application, le modèle peut faire des erreurs qui, pour l'humain, en tout cas quand c'est des tâches humaines, sont totalement sidérantes, qui peuvent paraître stupides. Et par ailleurs,
pour des raisons un peu techniques, même très, très proches des exemples d'entraînement, le modèle peut avoir des sorties inattendues et mauvaises. Alors plus fondamentalement, en fait, heu on peut dire que les prédictions ou les sorties d'un modèle, essentiellement basées données sont dures à qu'elles soient bonnes et à la limite, c'est pas très grave, mais a fortiori qu'elles sont mauvaises, là, ça devient plus grave et peut-être qu'on peut, peut-être la terminologie est trompeuse, mais c'est important de rappeler qu'entraîner ou apprendre, c'est pas comprendre, en tout cas pour les modèles dont on parle, et qu'il n'y a pas de connaissance intuitive ou de compréhension intuitive du monde qui est construite par ces modèles, en particulier ceux qui travaillent sur des signaux venant du monde physique ou cyberphysique. Et toutes ces raisons aussi font que la confiance du public, des consommateurs ou des clients est pas garantie et on peut le comprendre. Malgré tout ça, évidemment, on fait tous dans l'industrie et dans la recherche, on fait tout ce qu'on peut pour, essayer d'évaluer, de prédire la performance de nos modèles. Il y a donc d'abord déjà des les pratiques qui ont été un peu évoquées par Claude, dans le cycle de développement en apprentissage automatique où, les données vont être, partagées en entraînement, validation et test et on utilise ça de façon, avec des bonnes règles d'usage pour permettre de d'avoir le meilleur modèle possible et d'avoir déjà, à la fin du cycle de développement, une idée de ses performances, en test. Mais ça, c'est dans le cycle de développement et malheureusement, c'est pas suffisant pour savoir quelle sera la future performance une fois le modèle lâché dans la nature, surtout si la nature, c'est vraiment le monde ouvert, comme ça nous préoccupe dans les véhicules autonomes. Et une des raisons, c'est que la distribution statistique de ce qui va être rencontré plus tard, comme l'a dit très bien Claude, elle peut être assez différente de ce qui a été vu à l'entraînement ou elle peut évoluer dans le temps. Et là, le fait que le modèle généralise pas très bien ou pas toujours très bien, est un souci. Par ailleurs, il y aura toujours des événements inattendus ou rares, qui vont être rencontrés, pendant l'usage, sans parler des attaques, malveillantes et ces choses-là, vont résonner donc avec la robustesse ou la limitée de ces modèles et c'est un vrai souci. Un autre aspect qui est important à comprendre, c'est que la fonction de perte qui est au cœur de l'apprentissage automatique, est ce que, l'apprentissage va chercher à optimiser, rend compte de la tâche, finale ou intermédiaire, mais c'est qu'une approximation, ça ne rend pas compte de l'ensemble des requis du système final. En particulier, la performance en termes de précision, dire qu'un système de reconnaissance, reconnaît à 98 sur l'ensemble de tests, pour certaines applications, ça veut rien dire. Ce 90, c'est quoi les 2 qui restent? Est-ce qu'ils sont importants ou pas? Et est-ce que ça sera vraiment 98 une fois déployé? Et un dernier point, que je vais évoquer, c'est que pour certains systèmes qui sont ce qu'on appelle des systèmes en boucle fermée, typiquement des systèmes, robotiques, l'apprentissage se fait souvent en version boucle ouverte pour des facilités d'apprentissage et du coup, il y a un gap important entre le régime d'apprentissage et le régime d'exploitation. En particulier, donc pour essayer de tester, après dans le monde réel ces systèmes, ce qui est évidemment très important, a fortiori pour les modèles, qui ont une haute criticité en termes de sécurité, c'est qu'il faut ensuite, tester tous les modèles dont on parle peuvent être souvent qu'un module à l'intérieur d'un plus grand système ou ne délivrer qu'une tâche intermédiaire qui n'est pas la tâche finale. Un module de perception dans un véhicule autonome, c'est pas celui qui fait la conduite, et cetera. Donc il faut ensuite, valider tout ça dans le cadre du système complet ou de la tâche finale. Ce qui veut dire qu'on utilise donc des KPI, des Key Performance Indicators qui sont différents de ce qui a servi à l'apprentissage et ce test-là en plus, ce test, grandeur en conditions réelles, se fait sur d'autres données, souvent en beaucoup plus grande quantité et qui peuvent être non annotées. Donc il y a tout un tas d'outils. On peut faire du test adversaire, ou virtuel ou avec le software final, dans la boucle ou le hardware final dans la boucle. Donc il y a tout un comme ça toute une suite d'outils permettant de tester de plus en plus proche des conditions finales nos modèles. Ce que je raconte là d'ailleurs n'est pas propre à l'intelligence artificielle, mais prend une coloration, très particulière dans le cas où certains modules sont basés apprentissage, artificiel. Et puis une fois que le produit est déployé, il faut continuer,
si possible, à le monitorer et puis à le maintenir et à le mettre à jour. Et pour des raisons de temps, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a sur la figure de droite. Voilà, et je vais résumer donc, et pour finir sur ce dernier slide, ce qui est important, c'est de comprendre que, une des spécificités des modèles, appris à partir de données, c'est qu'en fait, ce qu'il faut évaluer, c'est les données et le modèle. Voilà, il faut caractériser la qualité de la donnée, il faut, essayer de comprendre, quelles seront les performances du système, sur le domaine initial, mais aussi sur d'autres domaines qui sont plus ou moins loin du domaine spécifié initialement. Une chose qui est aussi, que j'ai pas encore évoquée, mais qui est importante, c'est essayer, évidemment d'avoir la meilleure, performance possible, mais aussi en termes mais si le système se trompe, est-ce qu'on est capable de savoir qu'il est en train de se tromper? Donc, est-ce qu'on peut évaluer le niveau d'incertitude de ces sorties? Et ça, c'est un sujet vraiment très, très important. Essayer d'avoir des outils qui permettent de trouver ce qu'on appelle des corner cases, donc c'est-à-dire des cas d'échecs un peu particuliers qui peuvent être très, très rares, mais qui peuvent être importants, y compris dans des masses de données non annotées. Et puis, une fois qu'il est déployé, est-ce qu'on sait, équiper le système pour qu'il puisse lui-même ou évaluer si les entrées qui lui sont présentées sont conformes à ce qu'il sait faire? Il pourrait décider: «Je ne sais pas faire et je passe la main à un autre système ou à un humain». Et puis au-delà de ça, il y a, des questions vertigineuses. Est-ce que je sais faire des garanties au pire cas? Prouver la performance et a fortiori les certifier? Mais je laisse, les prochains intervenants en parler plus en détail. Je vous remercie.